13 sur Al-Oula, bienvenue dans cette première édition complète de la soirée à la une ce soir. C'est par Culture Universelle, offrant au public un spectacle grandiose. C'est le début d'une aventure et de la fête footballistique à laquelle prennent part les Lions de l'Atlas. Nous en parlerons avec nos deux invités plateau. Ils ont entre 7 et 77 ans, tout âge et horizon confondus, pour prendre part à un mini-marathon de 10 km à travers les artères de la ville de Medir. Les organisateurs ont tenu ce pari sportif en assurant le succès de cette édition porteuse de valeurs de sport. Clap de fin pour le FIFM. Le festival a baissé le rideau de sa 19e édition hier. And the winner is le film iranien Le Chevalier Noir qui a remporté l'Étoile d'Or. Le palmarès et les temps forts d'une édition exceptionnelle qui a tenu toutes ses promesses dans ce journal. Bonsoir. Avant de développer ces titres, retour sur les activités royales de la semaine. Lundi 14 novembre dernier, Sa Majesté le roi Mohammed VI a reçu au Palais Royal de Rabat Monsieur Habib el-Malki, que le souverain a nommé président du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique. Le souverain a également reçu en audience M. Mohamed Jodar à sa demande suite à son élection au poste de secrétaire général du parti de l'Union constitutionnelle. Le même jour, Sa Majesté le roi a procédé à la nomination des membres du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique que la loi régissant ce conseil accorde au souverain le droit de nommer. Il s'agit de 20 membres de la catégorie des experts et spécialistes reconnus pour leur expertise et leurs compétences dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique, ainsi que de la culture. Un événement international, le phare, marque la semaine que nous quittons, la COP27. Le sommet sur le climat s'est achevé ce dimanche matin à l'issue de 2 semaines de négociations internationales. Des négociations où les participants ont convenu de la mise en place d'un fonds d'aide aux pays en développement impactés par le changement climatique. Le point avec Mohamed Jabri et Oumé Ramli. Un bilan mi-figue, mi-raisin. Après des négociations difficiles, la 27e COP se solde par un texte disputé. Entraide aux pays en développement, affectés par le dérèglement climatique et l'échec des ambitions pour la baisse des gaz à effet de serre, le chemin est encore long, très long pour panser les plaies de la planète. Aujourd'hui, une urgence absolue. Notre planète est dans un stade critique. Nous devons drastiquement réduire les émissions. C'est une équation à laquelle cette COP n'a pas répondu. Notre ambition est de rendre justice aux pays qui subissent à tort les effets des changements climatiques. Je pense notamment aux victimes des inondations au Pakistan. Un mea culpa et une reconnaissance des graves préjudices portés aux victimes des pays en développement. Ils polluent le moins, mais ils sont le plus durement affectés, voire extrêmement vulnérables aux impacts économiques et non économiques du climat. D'où l'urgence. L'urgence est de contenir le réchauffement à 1,5 degré. Pour y arriver, nous devons tous investir dans les énergies vertes et en finir avec l'addiction aux énergies fossiles. Conclusion de ce 27e conclave climatique, la création d'un fonds financier spécifique pour aider les pays en développement.
Un comité spécial déterminera les modalités de mise en œuvre dans la perspective de les approuver en 2023 lors de la COP28. Moustapha Shimi, professeur de droit et politologue, nous accompagne comme tous les dimanches pour un décryptage de l'actualité. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Un premier bilan peut-être de ce nouveau sommet pour le climat? Un bilan évidemment à minima, et donc un bilan mitigé, comme ça a été dit d'ailleurs dans votre sujet. Quelle était l'équation lors de cette 27e COP? C'était d'un côté la justice climatique et de l'autre côté la solidarité. Ce qui est apparu lors de cette COP, c'est le clivage qui s'est accentué entre les pays du Nord, il faut bien le dire, d'un côté, et les pays du Sud de l'autre. Il y a eu l'activisme du groupe qu'on appelle le groupe des 77 plus la Chine, qui a interpellé les pays développés. Et il y a également la mobilisation des pays africains. Le président Macky Sall, le président Nexasil Dua était là, et donc sur ce plan-là, il a beaucoup insisté sur la nécessité de réformes. Il y a le problème du fonds spécial. Ce fonds spécial de 100 milliards de dollars avait été annoncé, il faut le dire, en 2009. C'est pas hier, c'est pas avant, en 2009. Et il était prévu que cette enveloppe soit mobilisée. Pour l'instant, nous sommes à 83 milliards de dollars. Il est prévu d'arriver à 100 ou 110 milliards en 2023, mais tout ça, ça traîne. Deuxième point aussi, les réserves des pays développés pour la création d'un fonds spécial pour donc les pertes et les dommages. Pourquoi ? Un pays comme le Pakistan a fait l'objet d'inondations. Le tiers du Pakistan est inondé avec des catastrophes invraisemblables. Donc il faut bien prévoir la responsabilité des pays développés. Pourquoi ? Parce que historiquement, nous sommes dans cette situation du fait d'un parcours industriel de ces pays développés depuis la fin du 19e siècle. Et donc les pays du Sud disent, nous ne sommes pas responsables de la situation créée, c'est vous qui avez fait votre développement sur des bases-là, sur ces bases-là, et donc il importe qu'il y ait des réparations et des aides. Ça a été difficile, ça n'a été adopté, vous savez, que ce matin, avec un jour de retard, d'ailleurs ce dimanche matin. Et puis il y a un autre point de désaccord qui n'est pas réglé, c'est la réduction des émissions de gaz. Nous sommes à 1,5 d'ici 2030, 2040, et puis surtout le problème des énergies fossiles. Sur ce plan-là, les pays du Sud, les pays africains disent « Vous voulez qu'on supprime totalement l'exploitation des énergies fossiles, qu'est-ce qu'on fait à la place ?» Donc il faut bien des formules alternatives de substitution, et donc c'est une transition énergétique qui doit être menée. Et sur ce plan-là, ce qui me paraît intéressant, c'est un clivage nord-sud avec une mobilisation du Sud qui interpelle fortement les pays du Nord. Justement, parlant de cette mobilisation du Sud, une mention spéciale aux événements parallèles tenus en marge de cette COP. Exemple du Sadi 20 de haut niveau qui a été présidé le 9 novembre dernier par son Altesse Royale la Princesse Soleila Hasna, ambassadeur de bonne volonté de la Commission Climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo. C'est encore une fois, n'est-ce pas, la preuve de l'engagement fort du Maroc. Le Maroc, un pays partenaire, un membre africain solidaire de la région, à soutenir l'action des 3 commissions climat africaines. C'est ce que j'appellerais la diplomatie climatique. C'est pas des mots, c'est une vision, une stratégie. Lors de la COP 22, qui s'est tenue à Marrakech à la fin 2016, le souverain a provoqué la réunion des pays africains précisément sur les changements climatiques en Afrique. C'était venu dans la foulée et en marge des travaux de la COP 22. Il y a donc tout ce qui est fait. Alors, non seulement le Maroc vient avec des propositions, mais le Maroc vient avec une expérience, un savoir-faire, tout ce qui est fait depuis donc la dernière décennie, même auparavant, pour ce qui est des énergies renouvelables. Nous avons un objectif qui a été fixé, c'est d'arriver à 2030 avec 52% d'énergie renouvelable. Nous sommes actuellement à 22-23%. Donc il y a un savoir-faire, il y a une vision, et cette vision doit donc profiter aux pays du Sud. Vous avez fait référence
au soutien royal au projet donc du bassin Congo, vous le savez. Il y a aussi le fonds bleu pour ce même bassin du Congo, avec des mobilisations de moyens. Il y a 250 projets qui ont été finalisés à ce sujet. Le Maroc accompagne avec une expertise. Nous avons même un programme particulier qui s'appelle 4C Maroc. 4C Maroc, je vais vous dire ce que c'est. C'est compétences changement climatique. Eh oui, centre de compétences changement climatique. C'est un outil qui est utile pour les pays africains, notamment pour les pays de la région. Et donc il y a là une expertise qui est profitable. Et il y a là aussi une vision de développement qui est concurrentielle et antinomique, si je puis dire, avec la vision industrialiste et productiviste d'un certain nombre de pays. Professeur Sahimi, de Sharm el-Sheikh, on mettra le cap sur Doha où a commencé aujourd'hui, vous le savez, la Coupe du Monde. Le sens et la portée de ce grand rendez-vous footballistique? D'abord, le fait médiatique. C'est 3 milliards de téléspectateurs. C'est pas négligeable. C'est un flux touristique de 2 millions de personnes environ. Ensuite, pour le Qatar, Qatar est un petit pays qui a l'étroit entre deux puissances régionales, l'Arabie Saoudite et l'Iran. Le Qatar, c'est 11 500 km². C'est 3 millions d'habitants. Et donc, toute la vision existentielle du Qatar, qui a été créée en 1971, voici un demi-siècle, c'est d'exister, de s'affirmer sur la scène internationale. Je note au passage que depuis que le Qatar a été désigné pour accueillir cette Coupe du Monde en 2010, voici 12 ans, il a mobilisé plus de 200 milliards de dollars pour cette opération-là. Donc ça fait partie de ce qu'on appellerait, si vous voulez, le soft power, c'est-à-dire cette puissance douce de visibilité, d'affirmation et d'existence. Il y a aussi le fait que l'Afrique est représentée avec 5 pays. Et puis, il faut parler aussi du Maroc. Le Qatar, c'est bien, tout ce qui se passe, etc. Mais il faut parler du Maroc. Le Maroc est représenté. Son premier match, c'est mercredi, vous le savez, 11h contre la Croatie. Donc, nous allons avoir une période exceptionnelle au Maroc et ailleurs, après 2 ans de pandémie, de confinement, de semi-confinement. Ça a des conséquences. Je suis un observateur politique sur le fonctionnement de la vie sociale. Pourquoi ? C'est un moment, pendant 4 semaines, de paix sociale, de focalisation sur le sport, tant mieux. Et ça permet aux différentes sociétés de respirer, donc c'est de la respiration, et c'est bon signe, puis le foot redonne l'espoir. Un dernier point, le football est un facteur fédérateur de cohésion sociale. Et on a tous besoin, par les temps qui courent, au Maroc ailleurs, de cohésion sociale. On en parlera justement dans notre chronique spéciale Coupe du Monde, tout de suite en compagnie de Boubkar Benrablet, Moustapha Sahimi, professeur de droit et politologue. Merci pour cet éclairage. C'est donc officiellement parti pour la Coupe du Monde de football. Qatar 2022, le second événement le plus regardé dans la planète après les Jeux Olympiques, avec près de 3,5 milliards de spectateurs. Nous ouvrons dans ce journal une vitrine sur ce tournoi extraordinaire. Retrouvez chaque soir notre chronique spéciale Coupe du Monde en compagnie de Boubkar Benrablet, et c'est tout de suite, juste après le jingle. Bonsoir Boubkar. Mariam, bonsoir. Alors on a tous suivi l'ouverture du bal de la compétition du pays hôte contre l'Équateur, mais 1h30 avant, nous avons eu droit à une cérémonie d'ouverture grandiose. L'ambiance sur place promet un tournoi festif, Boubkar. Effectivement, c'est parti pour ce mondial Qatar 2022. La cérémonie d'ouverture a mêlé tradition qatari et culture univers, mêlé des éléments culturels traditionnels de la péninsule arabique et des réminiscences des précédentes Coupes du Monde de football, mascotte, hymne des mondiaux et équipe. Et pour ce qui est du premier match, tu le disais Mariam, eh bien le Qatar a fait un petit faux pas aujourd'hui en match d'ouverture. Pays hôte, il a été mené 2-0 par l'Équateur. Mais le Qatar a le temps de se rattraper puisqu'il y a encore 2 équipes à affronter dans le groupe A, les Pays-Bas et le Sénégal. Et nous reviendrons en détail bien sûr demain sur cette rencontre d'ouverture. Et le compte à rebours a commencé pour le 11 national. C'est la 6e participation de l'équipe nationale dans ce tournoi.
Effectivement, depuis la première édition de la Coupe du Monde en Uruguay, nous le rappelons en 1930, le trophée le plus convoité par toutes les nations à cette année, de nombreux prétendants. Parmi les grandes nations du ballon rond, le Maroc qui participe donc pour la 6e fois. Sous la direction de Walid Regragui, deuxième cadre national après feu Abdallah Blinda en 1994 aux États-Unis, avoir mené et à diriger les Lions de l'Atlas. L'équipe nationale entamera donc son premier match du groupe face au vice-champion du monde, la Croatie. C'est dans 3 jours, mercredi prochain plus précisément. Après son match amical face à la Géorgie, remporté 3-0 avec un but d'anthologie signé Hakim Ziyech. Les adversaires des Lions de l'Atlas savent à quoi s'en tenir. Et Mariam, écoutons à présent des éléments qui forment l'ossature de l'équipe nationale et également Walid Regragui à propos du match de la Croatie et de la participation mondiale. On les écoute. Aujourd'hui, les ambitions, c'est qu'on n'a rien à perdre. Voilà, donc il ne faut pas avoir peur, il faut jouer pleinement sa chance. Et dans le foot, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il y a eu des pays qui ont créé des exploits. Donc pourquoi pas nous? Il y a 5 ou 6 joueurs qui ont fait déjà Coupe du Monde. Ils savent très bien l'ambiance, l'exigence qu'il faut qu'on met en match, les objectifs. Il faut que tous les supporters des Lions de l'Atlas nous soutiennent jusqu'au bout. Nous espérons faire un très bon résultat lors de ce mondial. Et justement, les Lions de l'Atlas, nous le rappelons, joueront mercredi leur premier match face à la Croatie. Ça sera à 11h. Le deuxième match, ça sera dimanche 27 novembre. Ça sera face à la Belgique, face au Diable Rouge. C'est à 14h. Et puis jeudi, troisième et dernier match du premier tour. Ça sera face au Canada. Le match est programmé à 16h. Boubkar, 1 million de supporters sont attendus dans les stades qataris. Parmi eux, les fans marocains sont déjà nombreux à s'être déplacés. Un engouement qui se fait déjà sentir, Boubkar. Effectivement, nous n'allons pas fermer donc la page consacrée aux Lions de l'Atlas aujourd'hui, sans parler des supporters de l'équipe nationale présents au Qatar. Ils ont déjà depuis quelques jours mis l'ambiance à Doha. Ils figurent dans le top 10 en termes d'achat de billets de la Coupe du Monde Qatar 2022 et de réservation d'hôtels. On s'attend donc à une ambiance festive lors des 3 matchs du 11 national. Voilà, très belle ambiance à Doha. Et puis, demain, on jouera 3 matchs. Il s'agit pour le groupe A. Le Sénégal face aux Pays-Bas, ça sera à 17h. Et puis pour le groupe B, l'Angleterre jouera l'Iran, c'est programmé à 14h. Et les États-Unis seront opposés au Pays de Galles et c'est à 20h. Et ce soir, Boubkar, flashback sur les meilleurs buteurs de l'histoire, de toute l'histoire de cette Coupe du Monde. Ce sera dans notre top 30. Effectivement, tout au long de la Coupe du Monde et du Mondial, de grands joueurs se sont distingués par leur qualité de jeu, par leur esprit sportif, mais également par leur contribution aux victoires de leurs équipes. Eh bien, le numéro 30 ce soir, et nous commençons par le numéro 30, eh bien, ça peut étonner. Eh bien, c'est Cristiano Ronaldo. Il s'est révélé moins buteur en sélection qu'en club. Le natif de Madère a marqué 7 buts seulement en Coupe du Monde, le tout en 4 éditions. Un but 2006 en Allemagne, c'était d'ailleurs face à l'Iran sur penalty. Un but en 2010 face à l'Afrique du Sud. Un but en 2014 c'était au Brésil. Et puis 4 buts tout de même en 2018 et c'était en Russie. Cristiano Ronaldo est le deuxième Portugais le plus prolifique de la compétition après Eusebio. C'était avec 9 buts. Et le mot de la fin, Messi, pour clore cette rubrique sport consacrée au Qatar 2022. Si je vous pose la question, le premier but de la Coupe du Monde,
Je n'en ai la moindre idée. C'était bien sûr en 1930. Direction à présent Medjer, où s'est déroulée ce matin la 3e édition de la course internationale de 10 km. Une course organisée en célébration du 47e anniversaire de la Marche verte et de la glorieuse fête de l'indépendance. La compétition est ouverte à tous sous le thème du sport, vecteur de développement humain. Abdelali Gnouni, Yassine Benjouloun et Zakaria Mokrimbila. Ils étaient plus de 3000 coureurs à se rassembler à Medjer ce dimanche matin. Athlètes professionnels ou simples amateurs, tous se sont donné rendez-vous dans la Cité du Nord pour parcourir les 10 km de cette course. Jeunes et moins jeunes se sont mesurés les uns aux autres. Pour certains, le sport n'a pas d'âge, même pour un marathon. Je fais du sport depuis fort longtemps. Je suis policier à la retraite, mais je consacre toujours du temps pour courir. J'ai déjà pris part à de nombreuses compétitions. Une course exigeante, mais l'ambiance est bon enfant. C'est finalement 2 athlètes d'Oulmas et d'El Jadida qui se sont adjugés les premières places du podium, respectivement pour les catégories hommes et femmes. Mouhsin Otlaha, 24 ans, a parcouru les 10 km en 28 minutes 2 secondes. Je suis fier de cette victoire. J'ai observé le rythme de la course jusqu'aux dernières distances avant de prendre l'initiative et triompher des autres coureurs. J'ai suivi la course depuis les premiers kilomètres jusqu'à la fin. J'espère que cet événement sera réitéré dans le futur. Nous avons fourni énormément d'efforts pour l'organisation. Nous sommes satisfaits du travail accompli. Nous espérons accueillir 4000 coureurs dans le futur. D'édition en édition, la course internationale des 10 km de Medjer s'affirme comme un événement sportif et festif d'envergure. Un rendez-vous incontournable pour les férus de courses de longue distance, aussi bien au niveau national qu'international. Baissé de rideau pour la 19e édition du EFI-FM. Après 9 jours de projection, de tapis rouge et d'échanges fructueux, le jury, présidé par le réalisateur italien Paolo Sorrentino, a levé le voile sur le palmarès lors d'une cérémonie de clôture mémorable. Qui est l'heureux lauréat de l'Étoile d'Or? Nous le saurons dans ce reportage de nos correspondants sur place, Amina Amouri, Abdelilal Jed et Malia Awad pour le commentaire. Elles étaient toutes là, les plus grandes icônes du cinéma mondial. Une dernière fois sur le tapis rouge, l'équipe du film canadien Rise Boy Sleep et son actrice éponyme Choi Chung-yohan remportera quelques heures plus tard le prix de l'interprétation féminine. Gad Elmaleh salue la foule, tout comme l'acteur américain Jeremy Irons. Quelques mètres plus loin, le réalisateur américain et Palme d'Or 2022, James Gray. Guillaume Canet, le réalisateur français doublement césarisé, est là pour remettre un prix, tout comme l'actrice écossaise Tilda Swinton, également membre du jury. C'est un immense honneur d'être à Marrakech, non seulement en tant qu'actrice, mais aussi en tant que membre du jury. Nous avons visionné de merveilleux films et l'heure est venue de remettre les récompenses. La fin du festival approche et avec lui déjà un peu de nostalgie. J'ai adoré et puis surtout les masterclass aussi. J'ai appris beaucoup. Je suis très émue ce soir de remettre un prix aussi. De voir les gens heureux, c'est magnifique d'être témoin de ça. Donc non, c'était un super moment et puis cette ville aussi. Cette ville, elle a quelque chose de. Donc non, je suis très 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 heureuse et un peu triste de repartir. Mais avant de repartir, après 10 jours de festival et 76 films visionnés par le jury et son président, Paolo Sorrentino, l'heure est aux récompenses. Dernier lever de rideau pour cette soirée de clôture où la magie du cinéma donne à voir le meilleur de son alchimie. Dernier hommage à l'actrice Tilda Swinton, à l'affiche du très attendu film d'horreur de Eternal Daughter. Jeremy Irons entre sur scène et remet le prix de la meilleure interprétation féminine à l'actrice coréenne Cho Seok-yohan pour son rôle de mère célibataire qui immigre en Amérique dans les années 90. Autre temps fort et pas des moindres, sous un tonnerre d'applaudissements, Gad Elmaleh remet la récompense suprême. Je partage une citation avec Jean Renoir, qu'être cinéaste, c'est tout d'abord être mu par une espèce de foi.
Et c'est le réalisateur iranien Imed Al-Ibrahim Dekorfi et son film Chevalier Noir qui remporte l'Étoile d'Or. L'histoire de deux frères et d'une ville, Téhéran, qui dévore les hommes et où tout peut arriver. Clap de fin pour le Festival international du film de Marrakech qui, en l'espace de quelques jours, aura capté toutes les lumières. Clap de fin aussi pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h30, le retour de l'information avec le journal Raïsia. Très belle suite des programmes à tous sur Al-Oula.